Je donne la parole à Yanis Roder, qui est, j'allais dire, doublement l'un des nôtres. Il est à la fois enseignant d'histoire et de géographie en collège, dans l'Académie de Créteil, et puis c'est avec lui que beaucoup d'entre nous travaillons au mémorial de la Shoah sur un exposé de 20 minutes sur être juif à Paris. Bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, pour cette invitation. Merci beaucoup, Elestes, pour tout cela. Donc, être juif à Paris, tout d'abord, être juif à Paris pendant la guerre, tout d'abord, il nous faut faire une rapide radiographie de ce que sont les juifs, qui sont les juifs à Paris. Alors, en France, on estime à peu près à 330 000 le nombre de juifs sur le territoire français en 1940. Ça fonctionne pas, il fonctionne pas. Ouais. Vous m'entendez ou pas? Ouais, moyen. Je vais parler plus fort. Voilà. Donc, on estime donc à 330 000 le nombre de juifs en France. 180 000 à peu près sont français, 110 000 français depuis longtemps, voire depuis toujours, et 70 000 naturalisés plus récemment. Voilà, c'est mieux. Ah, bien, très bien. Cette population juive, on l'estime également à 200 000 à Paris et en région parisienne. Alors, il n'y a évidemment aucune unité, aucune espèce d'entité qui s'appellerait les Juifs de France ou la communauté juive de France. Il faut laisser cela au fantasme classique des antisémites. Mais au contraire, il y a une immense diversité de ce que sont les Juifs, et de qui sont les Juifs, notamment à Paris. Donc, il y a néanmoins des organisations communautaires, notamment le Consistoire central, le Consistoire de Paris, une fédération des organisations juives, donc qui essaye d'organiser la vie juive, aussi bien religieuse que communautaire. Il y a évidemment une diversité d'origine de ces juifs. Des juifs français, des juifs immigrés d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, des Russes, des Polonais, des Roumains et des Hongrois dans leur grande majorité. Une diversité sociale avec une bourgeoisie juive, évidemment minoritaire, une classe moyenne majoritaire, petite classe moyenne, artisans, commerçants, dans le Paris de 1940, et une classe populaire formée très majoritairement de ce qu'on appellerait aujourd'hui travailleurs immigrés, dont 25 000 à peu près vivent dans une immense pauvreté, voire dans la misère, travaillant à façon dans ce qu'on appelle en yiddish les schmattes, c'est-à-dire les chiffons, la production de vêtements. Cette diversité, elle est également politique, avec un poids important de la gauche et des partis de gauche dans cette communauté juive, notamment immigrée, le poids du Bund, voilà, très important, poids du Bund. Le poids moins important, mais néanmoins très présent, et on le verra d'autant plus pendant l'occupation des communistes. Et puis, évidemment, des partis sionistes où toutes les tendances de droite et de gauche sont représentées. Une diversité religieuse également. Contrairement peut-être à certaines idées reçues, la majorité des juifs immigrés ne sont pas ou peu pratiquants, en dehors de quelques franges orthodoxes. Et les juifs français, eux, sont plus attachés à une pratique religieuse traditionnelle. À Paris, il y a des quartiers où les juifs sont plutôt concentrés, 11e, 19e, 20e, 18e, donc dans l'Est, plutôt dans l'Est parisien, même si évidemment une bourgeoisie juive existe dans l'Ouest parisien. Voilà pour cette rapide radiographie. Donc, être juif à Paris entre 1940 et 1944, au moment de la libération, c'est évidemment être soumis à la chronologie. Et quand on fait de l'histoire, évidemment, il faut toujours être très attentif à la chronologie et à ce qu'elle nous dit de l'évolution de la situation, des situations collectives et individuelles. Premier point, je voudrais d'abord parler du choc
de 1940 et 1941. Choc pour les Juifs à Paris, parce qu'être juif, c'est subir de plein fouet les deux législations rivales, dans un premier temps, législation allemande et législation de Vichy, législation française. Subir la pression de l'occupant, et notamment la conséquence de la première ordonnance allemande du 27 septembre 1940, qui, au-delà de définir qui est juif, ordonne un recensement. Et au 21 octobre 1940, ce sont très précisément 149 734 juifs qui ont été recensés à Paris. Sur ces 149 734 juifs, 86 664 sont français, 65 070 sont étrangers. Certains, évidemment, ne sont pas allés se faire recenser et finalement, en juillet 1941, il faut ajouter à ce total 3000 juifs qui ont été recensés entre octobre 40 et juillet 1941. Il faut comprendre que on a des témoignages de l'époque et comme disait un témoin, il disait comment ne pas se déclarer juif alors qu'on est né en Pologne, qu'on parle à peine le français et qu'on est façonnier en pantalon rue des immeubles industriels. Donc il était très difficile d'échapper à ce recensement. Au même moment, quand on est un commerçant juif, on subit l'obligation d'afficher sur son commerce la fameuse affichette Jüdisches Geschäft, et je vous renvoie ici à la fameuse blague de Joseph et Maurice Joffo à ces officiers allemands qui, voyant un salon de coiffure, vont se faire coiffer dans le salon de coiffure, les deux garçons ayant caché Jüdisches Geschäft au moment où les Allemands rentraient. Et au moment où ils sont sur la chaise en train de se faire coiffer, ils se poussent, les Allemands voient Jüdisches Geschäft et partent en étant extrêmement fâchés. Voilà, donc petit rappel et petit hommage au passage à Joseph Joffo qui est décédé il y a quelque temps. Cette obligation d'apposer Jüdisches Geschäft sur les boutiques entraîne des réactions. Je me permettrai de lire ce que l'on pouvait lire sur la bonneterie, place de la République, de la famille Lévy. Maison fondée en 1909 par Maurice Lévy, mort pour la France à Douaumont en 1916. Maison reprise par son fils, ancien combattant de 39-40, décoré de la médaille militaire de la guerre avec citation. Et nombreux ont été ceux qui ont accolé à côté de Jüdisches Geschäft des affichettes rappelant leur amour de la France et leur engagement dans cette nation française. 6000 commerces ont été ainsi concernés. La réaction face aux législations vient aussi des autorités religieuses. Le grand rabbin Julien Weil, dans son sermon du jour de Kippour, du 10 octobre 1940, évoque ainsi les familles juives qui se sont distinguées par leur dévouement à la France, celles dont le nom honore la culture française, celles qui se sont illustrées dans les champs de bataille, ceux qui sont morts pour la France. Face à ces législations, être juif, c'est devoir faire face à un quotidien qui se dégrade extrêmement vite. C'est d'abord devoir affronter, quand on est français et quand on est fonctionnaire, eh bien, le statut des juifs, c'est-à-dire le fait tout simplement d'être renvoyé de son emploi, de perdre son emploi. Une élève a ainsi raconté le dernier cours de sa professeure au lycée Molière, pas loin d'ici, Marguerite Glotz, et cette élève raconte que son dernier cours fut extraordinaire. Ce fut un hymne à notre pays, à son histoire, à ses valeurs, qu'elle termina par un vibrant « Vive la France ». À cela s'ajoute évidemment la deuxième ordonnance allemande qui rend obligatoire, entre guillemets, l'arianisation avant le 26 décembre 1940. C'est la fin du travail pour ceux dont les commerces sont toujours, entre guillemets, arianisés et donc cela occasionne des pertes d'emplois qui vont considérablement aggraver la situation économique des Juifs à Paris. Au printemps 1941, les Juifs ne pouvaient plus être employés comme employés supérieurs ou en contact avec le public. La conséquence de cela, c'est la généralisation du chômage, c'est l'asphyxie économique et la paupérisation généralisée de la population juive à Paris. À l'été 1941, 50% des Juifs parisiens sont privés de tout moyen d'existence. Donc dans cette situation, chacun essaye de se débrouiller, de tenir le coup, mais l'exclusion se fait sentir peu à peu. Et quoi qu'il arrive,
quoi qu'il arrive, l'issue était la condamnation à la famine à plus ou moins long terme. Les organisations juives, elles, ont essayé de pallier à cela. Elles se sont organisées en ouvrant des cantines. Le comité AMLO, qui regroupe différentes organisations juives, ouvre 4 cantines et sert 1500 repas par jour. Un tiers de ces repas est offert aux plus nécessiteux, les autres coûtent une somme modique. On compte également une cantine organisée par les communistes et une cantine organisée par le consistoire. L'ambiance dans laquelle doivent vivre les Juifs à Paris est très lourde en 40-41. L'angoisse est diffuse et de plus, un antisémitisme primaire s'étale dans les rues à l'été 1940. Le 10e arrondissement, par exemple, est inondé de papillons qui sont collés sur les murs. Papillons manuscrits, des plus évocateurs. Quand on est juif, on va en Palestine où on se débine. Alors mon petit Youpin, tu ne comprends pas le français ? Tu n'es qu'un salopard et un étranger, juif à la gomme. Alors évidemment, juif à la gomme, aujourd'hui, ça ferait rire comme expression, mais à l'époque, voilà, c'est ce qu'on trouve sur entre autres, il y a une vingtaine de petits slogans comme cela différents. Et puis, peu à peu, parviennent chez les Juifs à Paris, naissent en tout cas des rumeurs sur des rafles qui seraient en préparation. Et effectivement, 14 mai 1941, la rafle du billet vert, des Juifs étrangers sont convoqués dans le 11e arrondissement et sont raflés. 3747 sont arrêtés. Donc la peur gagne les Juifs parisiens. Une seconde rafle a lieu le 20 août 1941. Ce sont pratiquement 4300 Juifs qui sont arrêtés et envoyés à Drancy. C'est à ce moment-là que la cité de la Muette devient camp d'internement. Dans les semaines qui ont suivi ces rafles de 1941, les Juifs, évidemment, hésitent à s'aventurer dans les rues. On va moins à la synagogue, par exemple, pour les fêtes de Tishri. Le mois de Tishri sont les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, les grandes fêtes de septembre-octobre. On fréquente moins la synagogue. Et Drancy, à partir de ce moment-là, Drancy apparaît dans l'univers mental des Juifs parisiens. Le sentiment d'isolement est alors très important. La difficulté de ravitaillement également, et la propagande antisémite continue d'être omniprésente. On a même des attentats dans la nuit du 2 au 3 octobre 1941, cette explosion qui vise des synagogues. D'autre part, les Juifs à Paris commencent à comprendre que la politique des otages les vise particulièrement. Donc le sentiment d'isolement est de plus en plus important et beaucoup de témoignages relatent une indifférence de la population en général. Donc si la vie continue à Paris, à la même époque, les grands magasins sont ouverts, on va aux réunions hippiques d'Auteuil, dans les familles juives, on vit dans l'inquiétude, voire dans l'angoisse. On s'efforce de parer au quotidien, de nourrir sa famille en sachant que la situation se complique et que rien ne semble devoir s'améliorer. Il reste 7 minutes. Oui. Deuxième temps, évidemment, c'est le choc, cette fois, des déportations. Après les premières rafles et les premiers convois de mars et juin 1942, l'inquiétude est palpable, d'autant plus que les mesures à l'encontre des Juifs continuent de se multiplier. L'été 1942, c'est le choc principal, avec d'abord le port obligatoire de l'étoile jaune, qui est subi par les Juifs parisiens et qui est considéré et qui est vraiment vécu à l'époque comme une mise à l'épreuve du rapport de chaque Juif avec la société française. Et chaque Juif est gagné par la peur de la destruction des liens qui se sont établis et de la peur d'un certain modus vivendi qui existait jusqu'alors. Les Juifs parisiens réagissent au port obligatoire de l'étoile jaune, qui est effectif le 7 juin 1942. Et beaucoup se promènent ce jour-là entre l'Opéra et la République
en arborant cette étoile jaune sur la poitrine. Toutes les conduites ont été observées et toutes celles que vous pouvez imaginer sont observables. On essaye, on affiche son étoile ou on la cache, on la dissimule, on ne la coupe pas, mais on l'attache avec des épingles à nourrice pour pouvoir l'enlever quand on a besoin de l'enlever, etc., etc. Néanmoins, quoi qu'il en soit, tout cela est ressenti comme une véritable humiliation, c'est un véritable choc. Le second choc, c'est bien sûr la grande rafle, dite du Vélodrome d'hiver des 16 et 17 juillet 1942, rafle qui est d'ailleurs pratiquement annoncée par la presse juive communiste. Et des tracts communistes annoncent la rafle, ce que l'on prend alors pour une rumeur et qui va s'avérer exact. Donc à ce moment-là, au moment de la rafle, nombreux sont les juifs qui se cachent la veille du 16 juillet. Vous savez que 27 000 arrestations étaient prévues, que la police de Paris en réalise un peu plus de 13 000, donc c'est un échec. C'est un échec, mais c'est un échec parce que la rumeur a enflé et parce que beaucoup n'étaient pas chez eux le 16 juillet 1942. C'est ainsi, par exemple, que la famille de Claude Mossé, que tout le monde connaît ici, a profité d'une convocation au bac d'une des filles de la famille, à l'oral du bac, pour aller passer sa journée à la Sorbonne et ne pas se trouver chez soi ce matin-là. L'après-rafle voit un vent de panique souffler sur la rue juive parisienne. Au comité AMLO ou à l'UGIF, Union Générale des Israélites de France, c'est un défilé de femmes qui ont perdu leurs enfants, d'hommes qui ne trouvent plus leurs femmes et d'enfants qui ne trouvent plus leurs parents. La police, quant à elle, continue de chercher ceux qui ont échappé à la rafle et la violence. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la violence entraîne la violence. Et des juifs sont victimes de violences en plein Paris. De la part de membres du PPF, par exemple, ils sont molestés dans les cafés, agressés dans les rues. Et la synagogue de la Victoire, par exemple, également, est dégradée dans la nuit du 20 au 21 juillet. Une fuite importante a lieu alors vers la zone libre, mouvement qui a commencé d'ailleurs dès 1940, qui s'est accentué à l'été 1941 et plus encore après l'été 1942, car une véritable peur panique a gagné les Juifs de Paris. On a de moins en moins de Juifs à Paris, et surtout dans la population immigrée, et au-delà bien sûr même des déportations qui sont importantes, on a une baisse significative qui montre bien qu'il y a une véritable fuite vers la zone libre. Après l'été 1942, être juif à Paris, c'est chercher à échapper à la traque à laquelle se livre la police parisienne, et à partir de juillet 1943, à laquelle se livrent les SS, puisque juillet 1943, c'est l'arrivée à Drancy et à Paris de Alois Brunner, qui, lui, ne fera aucune différence entre juifs étrangers ou juifs français. Pour Alois Brunner, un juif, c'est un juif. Donc le risque d'être arrêté devient permanent, absolument permanent. Et pour les juifs, le quotidien peut devenir dramatique. Les économies ont fondu peu à peu. Le souci de chacun est toujours de se procurer des vivres. Chacun tente de se débrouiller comme il peut. Certains continuent de vivre dans la légalité, les gens qui travaillent autour de l'UGIF et les familles qui sont concernées par ces travaux, des gens qui sont obligés d'être légaux au regard du travail qu'ils occupent pour nourrir la famille, ou alors d'autres qui travaillent dans des entreprises au service de l'occupant. Mais pour le plus grand nombre, c'est la débrouille. Et beaucoup de juifs sont obligés de ruser avec la légalité, mêlant obéissance et désobéissance. Certains portent l'étoile dans la journée et sortent sans le soir. On porte l'étoile dans son quartier, on va au travail sans étoile, par exemple. On suit toutes les interdictions, mais on a caché son poste de radio dans le four de sa cuisinière, par exemple. On poursuit une existence légale, mais on a caché ses enfants. Parfois, on avait même une double vie, avec de faux papiers, tout en fréquentant des lieux juifs, notamment pour se nourrir. La double identité pouvait permettre un passage graduel à l'état clandestin. Pour d'autres, cette situation de double légalité, de double légalité les mena jusqu'à la libération. Et en fait, le choix de la clandestinité n'intervenait souvent qu'en dernière extrémité.
Mais il fallait pour cela parvenir à s'extraire de la chaîne des fichages et des contrôles qui n'avaient cessé de se perfectionner depuis l'automne 1941. Et souvent, pour se fondre dans l'anonymat de la vie clandestine, les familles devaient se résoudre à une dispersion douloureuse. Et évidemment, pour les gens les plus âgés, pour les indigents, les malades ou les infirmes, qui étaient trop dépendants des services sociaux, ils ne pouvaient risquer cette aventure et beaucoup furent arrêtés au moment où les nazis ont arrêté dans les hôpitaux et les institutions juives. Un mot avant que monsieur l'inspecteur général ne me coupe la parole, avec raison. Un petit mot sur... Alors évidemment, vous aurez compris que dans cette configuration, l'argent, mais aussi l'intégration sociale ou l'intégration politique joueraient un rôle déterminant. Les réseaux de chacun ont joué un rôle déterminant. Donc, un mot sur la résistance et sur l'entrée en résistance, le basculement dans la résistance de jeunes juifs, notamment et surtout à Paris en tout cas, de jeunes juifs communistes, qui ont intégré majoritairement deux détachements de la FTP MOI. La MOI a été créée au printemps 1942. Le second détachement de la MOI, FTP MOI, était un détachement juif. Et le détachement roumano-hongrois, ou hongrois-roumain, je ne sais pas trop comment on dit, était composé à 90% de juifs. Il faut savoir que ces groupes juifs ont été à l'origine de la majorité des attentats contre l'occupant et contre les collaborateurs à Paris. Donc, on a continué également à aller à la synagogue en sachant que c'était risqué, que, par exemple, à la synagogue d'Anguin, en région parisienne, en banlieue parisienne, le 10 octobre 1943, le jour de Kippour, tous les juifs venus assister à l'office de Kippour ont été arrêtés. Donc, c'était prendre le risque de continuer, d'être arrêtés. Les cours ont continué dans les Talmud Torah. On a maintenu des offices dans un maximum de synagogues. On a remplacé les rabbins arrêtés. Il fallait absolument que la vie juive continue. Il fallait que l'éducation continue. Et si beaucoup d'enfants ont été dispersés par l'UGIF, notamment ont été accueillis par l'UGIF ou dispersés par le comité AMLO, notamment en zone libre, un impératif s'est toujours imposé, évidemment, c'est l'éducation. Et l'éducation a toujours été quelque chose d'extrêmement important, même dans les situations les plus critiques. Pour conclure, parce que je vois les gros yeux que me fait monsieur l'inspecteur général, je crois qu'il faut retenir une chose, c'est qu'il y a une grande diversité des situations et que les différentes intégrations possibles de chaque individu et de chaque famille dans des réseaux de sociabilité qui lui étaient propres, sociaux, religieux, politiques, mais aussi au regard des relations qu'il avait avec ses voisins qui n'étaient pas juifs. C'est notamment le cas de la bourgeoisie ou des classes moyennes juives françaises qui ont pu profiter de ces réseaux de sociabilité auprès de non-juifs. Eh bien, tout cela a joué énormément dans le vécu de chaque personne, de chaque famille, et a joué énormément dans la capacité à organiser sa survie et finalement à se sauver. Merci beaucoup, Yannick. C'est quand même très frappant de constater à quel point, je faisais la remarque à Thomas Fontaine à l'instant, s'agissant des Juifs de France à Paris, et encore une fois sans généraliser, mais en pouvant comparer avec ce qui se passe dans d'autres espaces, c'est quand même pour l'essentiel des réseaux préexistants qui l'emportent, et qu'il n'y a pas entre 40 et 44 de création en quelque sorte de réseaux de solidarité ou de sociabilité. On ne peut pas en dire autant de la résistance. De ce point de vue-là, il y a vraiment des choses qui se créent dans la résistance qui ne se créent pas, probablement parce que la clandestinité est extraordinairement difficile pour les Juifs à Paris.